Bismillah. Je déteste cet homme, dit la reine Adélaïde, tandis que le cheval du duc de Darlington franchissait le poteau d'arrivée avec 2 longueurs d'avance sur celui du roi. Toujours plein d'indulgence et de bonne humeur, le roi Guillaume eut un petit rire. Vous pouvez le critiquer, mais reconnaissez qu'il est difficile de ne pas aimer notre duc, le fringant et séduisant Darlington. À l'annonce de la victoire du duc, la foule exulta. Des cris de joie jaillirent de toutes les bouches. Les chapeaux et les bonnets voltigèrent dans l'air ensoleillé. Manifestement, bien que Gay Glory fût un outsider, de nombreux admirateurs du duc avaient parié gros sur lui. Tandis qu'il regagnait le pesage, le duc fut acclamé de toutes parts. Très belle course, Darlington. Bravo, mon cher. Toujours aussi en forme, à ce qu'on dirait. On aurait dû se douter qu'une fois de plus, vous vous surprendriez. Le reste des félicitations se perdit dans les hurrahs de la foule qui se pressait autour du pesage. Lorsque le duc s'approcha de son jockey pour le féliciter et qu'il se pencha sur Gay Glory pour lui flatter l'échine, les hurlements de joie décuplèrent assourdissants. Bravo, Ryan, vous avez fait un parcours sans faute. Monsieur le duc est trop bon. Une fois en tête, c'était tout simple. Il n'y avait qu'à lâcher la bride. Le duc sourit et le jockey disparut dans les vestiaires, sa selle sur le bras. À la proclamation des résultats officiels, de nouveaux applaudissements se déchaînèrent et le duc regagna sa loge où nombre de ses amis l'attendaient, y compris Lady Isabel Westbury. Elle était très belle, très sophistiquée, et le duc lui faisait la cour depuis peu. À son expression et à la façon dont elle s'accrocha au bras du duc lorsqu'il pénétra dans sa loge, il était impossible de se méprendre sur la nature des sentiments qu'elle nourrissait à son égard. Je suis si contente pour vous, murmura-t-elle. Quand nous serons seuls, je vous exprimerai ma joie avec plus de chaleur encore. Je crains malheureusement que cela ne puisse être ce soir, sourit le duc. Pourquoi? La voix de Lady Isabel se fit plus dure soudain. Parce que je dois dîner au château de Windsor, très cher. C'est la tradition. Celui qui gagne la coupe gagne aussi l'honneur d'une invitation à dîner chez le roi. Vous ne pouvez pas refuser? Demanda Lady Isabel avec une moue. Je ne vois pas pourquoi j'insulterais Sa Majesté, même si je suis à peu près sûr de quitter sa table avec une indigestion, tant sa cuisine est détestable. Lady Isabel éclata de rire. La qualité de la cuisine royale faisait des gorges chaudes dans les salons londoniens. George V, plutôt George IV, avait été un fin gourmet doublé d'un épicurien, mais Guillaume avait à cœur de faire des économies après que les extravagances de son frère eussent fortement grevé le budget de l'État. Que diriez-vous de demain, alors? Demanda Lady Isabel. Vous ne pouvez pas dire non. Laissez-moi faire, je vais organiser quelque chose, ne vous inquiétez pas. Lady Isabel sourit. Elle savait qu'en dépit de ses défauts, qui étaient nombreux, le duc tenait toujours ses promesses. Quoi qu'il en soit, elle ne le lâcherait pas. Elle n'avait pas du tout l'intention d'abandonner sa position de dame de cœur du moment. La liste des admiratrices du duc était fort longue, si longue que ses amis eux-mêmes avaient renoncé à en tenir le compte exact. Cela n'avait rien de surprenant, non que le duc fût le plus séduisant des membres de l'aristocratie, mais il était le plus influent et surtout le plus riche. Peu importait d'ailleurs sa fortune et son entre-gens. C'était son charme, en fin de compte, qui lui attachait toutes les femmes. Elle ne savait pas résister à son côté insolent et canaille. Bon sang, Darlington, s'était exclamé la semaine précédente un des plus anciens membres du White's Club. Existe-t-il une seule femme à Londres avec laquelle vous n'avez pas couché? Le duc n'avait pas pris cela pour une insulte, bien au contraire. Si vous en trouvez une, donnez-moi son adresse, s'était-il contenté de répliquer. Le duc avait réponse à tout. Il ne fallait pas être grand clerc pour comprendre les raisons de sa popularité auprès des foules. De tous les propriétaires de chevaux, il était de loin le plus racé, le plus élégant, et ce pur sang étaient tous des gagneurs. Il ne ratait jamais un départ. À chaque fois que ses couleurs, le jaune et le noir, apparaissaient sur la casaque d'un jockey ou sur la portière d'une de ses voitures, le pouls des spectateurs se mettait à battre plus vite et les langues allaient bon train. Regardez, c'est lui, c'est le duc, on va enfin pouvoir s'amuser. Le duc avait une personnalité si riche, si diverse, il était si plein de vitalité et d'énergie que sans même s'en rendre compte, il en insufflait à tous ceux qu'il rencontrait, comme à tous ceux qu'il faisait.
Quantité d'histoires circulaient à son propos dans les clubs chics de St. James Street et jusqu'au cabaret malfamé de Saint-Gilles. L'une d'elles, notamment, avait fait plusieurs fois le tour de Londres. Un soir, ayant décidé de rendre une visite impromptue à sa maîtresse, le duc l'avait surprise en galante compagnie. Sans se douter qu'il l'avait démasquée, cette dernière s'était dépêchée de faire disparaître son amant dans un placard. Lorsque le duc était entré dans la chambre, il avait crié à la cantonade « Roméo, Roméo, où es-tu » Quand il avait découvert l'importun, il avait extrait de sa cachette et avait dit d'un ton badin « Comme tout Roméo qui se respecte, je suppose que vous êtes venu voir votre Juliette en passant par le balcon. Vous ne serez donc pas étonné de repartir par le même chemin. » Joignant le geste à la parole, il avait empoigné le malheureux par le collet et l'avait expédié par la fenêtre. L'infortuné en avait été quitte pour une jambe cassée. On rapporte aussi qu'un jour, ayant vu le conducteur d'un fardier battre son cheval comme plâtre, le duc s'était précipité sur lui, lui avait arraché son fouet et l'avait proprement assommé, avant de le ramener chez lui dans son chariot, pour conseiller à sa femme de le garder au lit jusqu'à ce qu'il fût rétabli. Les anecdotes s'étaient accumulées au fil des années, relatant ses aventures au collège des temps d'abord, puis ses frasques à Oxford. Elles alimentaient les conversations de ses contemporains qu'il admirait également pour son esprit sportif. Sans être pour autant jaloux, il réussissait si bien tout ce qu'il entreprenait que chacun se disait qu'il était vain de tenter de rivaliser avec lui. « Je refuse de me mesurer avec toi dans cette course, lui dit un de ses plus proches amis quand le duc lui demanda s'il participerait au steeplechase. À moins que tu ne sois assis à l'envers sur ta selle, et encore, les mains liées derrière le dos. J'ai bien envie de relever le défi, dit le duc en riant. L'ennui avec toi, c'est que tu excelles en tout, continua son ami. Je devrais te détester, mais non, je ne t'en admire que davantage, exactement comme toutes ces têtes de linotte qui seraient prêtes à te suivre jusqu'en enfer si tu le leur demandais. Tu me flattes, répliqua sèchement le duc, tout en songeant que son ami avait raison de qualifier ses ravissantes amies de têtes de linotte. Aucune ne se rendait compte que ce que le duc préférait dans ses liaisons, c'était la période de la conquête. Bien qu'il ne doutât jamais de sa victoire, il eût aimé entretenir quelques incertitudes. Ne pas savoir à l'avance et à coup sûr le temps qu'il mettrait pour parvenir à ses fins. Malgré le retour à une morale scrupuleuse dans l'entourage du souverain, et en dépit de la désapprobation et des froncements de sourcils que s'attiraient immanquablement les personnes de mœurs légères, dès qu'il s'agissait du duc, les femmes, toutes les femmes, étaient prêtes à se perdre corps et âme. Elles tombaient dans ses bras avant même qu'il sût leur nom. Il n'avait pas à se donner la peine de leur faire la cour, c'était elle qui s'en chargeait à sa place. Ce qui m'ennuie par-dessus tout, confia-t-il à Hubert Brougham, son meilleur ami, c'est l'ennuyeuse répétition de ces situations. J'aimerais tellement un peu d'imprévu, un peu de piment. Si c'est aux femmes que tu fais allusion, pour plus d'exotisme, tu devrais chercher ailleurs que dans le périmètre exigu et protégé de Mayfair, à mon avis. Tu as probablement raison, dit le duc, pensif. Les femmes que nous connaissons ici sortent toutes du même moule. Elles ont reçu la même éducation et ont appris au berceau les mêmes ruses et les mêmes grimaces. Te voilà bien cynique, tout à coup. N'est-ce pas inévitable, quand on peut prévoir exactement tout ce que ces jolies bouches ont à dire? Il est difficile de leur prêter attention. J'aurais pensé qu'en pareil cas, tu aurais trouvé mieux à faire que parler. Le duc rit, mais son rire sonnait faux. Je me suis souvent demandé, reprit son ami, si tu avais jamais été amoureux. Le duc haussa les sourcils. Ne fais pas l'étonner, tu as très bien compris ma question. Je parle de l'amour, du vrai, de celui qui pousse à s'assagir, à se fixer, à se marier, quels qu'en soient les inconvénients. Je ne me marierai jamais. Hubert le dévisagea avec surprise pendant un instant. C'est ridicule, dit-il. C'est la vérité, insista le duc. Il y a très longtemps que j'ai pris cette décision. L'idée d'être coincé avec la même femme pour le reste de ma vie me fait horreur au point que je saisirai la moindre occasion pour la tromper. Il y eut un silence, puis, comme s'il avait deviné ce que son ami allait lui répondre, le duc poursuivit. D'accord, je sais ce que tu penses, mais je n'ai pas l'intention de jouer les maris complaisants et vice-versa. Tu veux dire que si tu te maries un jour, tu seras fidèle demanda Hubert incrédule. Et comme c'est au-dessus de mes forces, rétorqua le duc, je ne me marierai pas.
Mais tu n'as pas envie d'avoir des enfants. Il te faut un héritier tout de même. Les Darlington sont si nombreux dans le pays et ailleurs, répondit le duc, qu'il est impossible d'en faire le compte exact. Mon jeune frère, qui vit à l'étranger pour raison de santé, comme tu le sais, a déjà 2 fils, et si par malheur il venait à mourir avant moi, je dois avoir encore quelques 30 cousins germains, sans compter une ribambelle de cousins à la mode de Bretagne. Hubert soupira. Je vois. Il n'empêche que je trouve ça dommage. Tu adorerais avoir un fils. Tu pourrais lui apprendre à monter, à chasser. Évidemment, il n'accepterait pas de gaieté de cœur que tu lui chippes ses petites amies. C'est ce que je disais. Mieux vaut me résoudre à ne pas fonder de famille. Je serais un trop mauvais exemple pour mes enfants. Là, je suis d'accord. Je te propose un pari, reprit Hubert après un silence. 500 livres que tu tombes amoureux malgré toutes tes bonnes résolutions. Pari tenu à 10 contrats. Top là. Quelle est la limite d'âge? Mon grand-père s'est remarié à 90 ans. J'aurais dû me douter que tu allais me jouer un mauvais tour, s'écria Hubert. Dans ces conditions, j'ai toutes les chances de mourir avant toi. Exactement. Ils éclatèrent de rire et se mirent à parler chevaux, espèce de loin plus intéressante et beaucoup moins imprévisible que la jante féminine. De retour chez les amis qui l'hébergeaient pendant la saison des courses, le duc se plongea dans le bain froid que son valet lui avait préparé et pensa avec ennui au dîner qui l'attendait. Les soirées au château de Windsor étaient particulièrement lugubres et il savait que la reine ne l'aimait pas. Guillaume IV était un homme sociable, de caractère facile, qui avait mené une vie fort dissolue avant de devenir roi et qui, en souvenir de ses frasques, était plutôt enclin à l'indulgence. Père de 10 enfants illégitimes, fruit de sa liaison avec Mrs. Jordan, une actrice en renom, il pouvait difficilement jouer le redresseur de tort. Mais sa très jeune femme, allemande de naissance, s'était mis en tête de transformer la cour d'Angleterre et de substituer aux mœurs relâchées de l'entourage du précédent roi un nouvel ordre vertueux et édifiant. Pour ce faire, elle avait commencé par refuser de recevoir la très riche et très belle duchesse de Saint-Alban, veuve d'un banquier connu, mais dont le passé d'actrice sentait le soufre. Par la suite, elle avait également fermé ses portes à Lady Ferrers, qui avait vécu, au vu et au su de tous, avec son mari avant leur mariage. La seule chose un peu réjouissante à propos de ce dîner, pensa le duc, c'était que pendant la saison des courses, les invités étaient plus variés qu'à l'ordinaire. Plus intéressants aussi, mais tout de même, il aurait préféré une soirée en tête-à-tête avec Lady Isobel. Il fit la grimace, quoique n'était-elle pas elle aussi beaucoup trop prévisible, tout comme celle qui l'avait précédée dans sa vie sentimentale agitée. Lady Isobel avait été trop facile à séduire. Bien qu'ils fréquentassent les mêmes cercles de gens, ils ne s'étaient jamais rencontrés avant ce fameux séjour à Newmarket, où la jeune femme et son mari s'étaient retrouvés sous le même toit que lui, conviés par des amis communs. Dès l'instant où Lady Isobel avait posé les yeux sur le duc, elle avait été conquise, et quand son mari avait été contraint de s'absenter pour assister à un dîner donné par un officier de son régiment, la jeune femme avait saisi au vol cette opportunité et mis tout en œuvre pour séduire le duc. Elle lui tomba dans les bras avant même qu'il ne se fût rendu compte de ce qui lui arrivait. Elle était belle et désirable, et il eût été malvenu de se plaindre. Pourtant, il ne pouvait s'empêcher de se dire que malgré sa beauté, il lui manquait quelque chose. Elle n'était pas la seule dans son cas. Il ne savait pas pourquoi il réagissait ainsi, mais depuis quelque temps, les femmes le décevaient. Encore faudrait-il savoir ce que tu veux et ce que tu attends d'elle, se dit-il. Tu ne vas pas jouer les blasés à 35 ans, c'est ridicule. Pourtant, il devait se rendre à l'évidence. Hubert avait vu juste. Il devenait de plus en plus cynique et de plus en plus critique vis-à-vis de la gente féminine. En se rendant au château de Windsor, sa conversation avec Hubert lui revint, ainsi que le temps péremptoire sur lequel il lui avait assuré qu'il ne se marierait jamais. Je suppose qu'en ce qui concerne les chevaux et les femmes, je suis un perfectionniste, remarqua-t-il pour lui-même. Et si ma femme m'ennuyait autant que m'ennuie la plupart de mes maîtresses, une fois éteinte l'excitation des premiers jours, je serais capable de commettre un meurtre. Il rit tout haut à cette idée, tout en reconnaissant que les femmes lui étaient aussi indispensables que l'eau et l'air.
il était fermement décidé à n'en laisser aucune s'installer dans sa vie de façon permanente. La soirée à Windsor se déroula exactement comme il l'avait prévu, à une exception près. Il y fit la connaissance de la femme du nouvel ambassadeur d'Autriche. Elle avait des cheveux roux, d'immenses yeux verts, combinaison si rare que le duc avait toujours cru que cela n'existait que dans les romans, et une expression énigmatique qui l'intrigua. Il passa la soirée à lui faire la cour, et vu sa façon de lui renvoyer la balle, il devina qu'il avait affaire à une experte dans les choses de l'amour. Ses yeux promettaient des délices, ses lèvres et son sourire de mystérieux et nouveaux plaisirs. Avant de se retirer, le duc prit rendez-vous avec elle pour lui rendre visite à l'ambassade dans les prochains jours. Sur le chemin du retour, il songea que non seulement il ne manquerait pas son rendez-vous, mais que ce serait probablement le premier d'une longue série. L'esprit tout occupé de sa nouvelle conquête, il en oublia presque Lady Isobel et ne se souvint de son existence qu'en trouvant un billet d'elle en arrivant chez lui. Le maître d'hôtel le lui tendit en disant « Un des valets du capitaine Westbury a déposé ceci peu de temps après votre départ. » Le duc s'en saisit sans pouvoir s'empêcher de penser qu'il était bien imprudent, de la part de Lady Isobel, d'avoir chargé un des domestiques de son mari de lui apporter ce pli. Les commérages vont bon train à l'office et ils reviennent immanquablement aux oreilles de l'intéressé. Non qu'il se sentît concerné le moins du monde par la réputation de Lady Isobel, il avait trop l'habitude de voir les femmes courir de tels risques pour lui plaire. Mais il pensait que leur aventure touchait à sa fin. Certains yeux verts l'intéressaient bien davantage. Bon sang, se dit-il, pourquoi faut-il toujours que les femmes mettent par écrit leurs états d'âme? Une fois dans sa chambre, il déposa sans l'ouvrir le billet sur sa table de toilette et ne s'en soucia plus jusqu'au lendemain, à son réveil. Il s'habilla avec l'aide de son valet, ses vêtements lui allaient à la perfection. C'est votre nouvelle jaquette, votre seigneurie? Weston vient de la livrer? Vraiment? Demanda le duc, indifférent. J'espère qu'elle m'ira. Je l'espère aussi, monsieur le duc, et si large d'épaules et si musclé que les tailleurs ont du mal à ajuster parfaitement ses tenues. La voix du valet laissait transpercer la fierté et l'orgueil qu'il ressentait, que tous les domestiques du duc ressentaient devant son élégance et sa stature d'athlète. Le duc aurait été surpris s'il avait su avec quelle attention tous s'intéressaient à ses succès sur les champs de course, à ses exploits à la boxe et à la chasse. Quand il participait à des steeple-chases, tous ses serviteurs, sans exception, essayaient de trouver des gens pour prendre leur pari. Mais, comme leur maître gagnait la plupart du temps, les parieurs se faisaient de plus en plus rares. Tous ses domestiques l'adoraient. Non seulement ils étaient fiers de lui, mais ils appréciaient sa générosité et son sens de la justice. Son exigence elle-même leur paraissait naturelle et comme allant de soi. Cela va à merveille à votre seigneurie, pas le moindre défaut. Tandis que le duc jetait un coup d'œil à son reflet dans le miroir, il aperçut le petit mot de Lady Isobel négligemment posé parmi les brosses et les flacons frappés à ses armes. Il le prit et le mit dans sa poche. Il allait sortir lorsque son secrétaire particulier frappa à la porte. « Vous me cherchiez, Ramsgill » demanda le duc. « Si c'est pour le courrier, j'ai bien peur de devoir vous faire attendre, comme vous le savez. Fox Hunter court dans la première course aujourd'hui. Je m'y rends de ce pas. Je sais, monseigneur, et je suis sûr qu'il va gagner. À propos, le jockey a envoyé un message précisant qu'il aimerait vous parler avant d'entrer dans le paddock. Je suppose qu'il veut connaître mes dernières recommandations, sourit le duc. Il faut qu'il fasse attention au cheval français et qu'il se méfie du jockey de Lord Altham. Il est du genre à ne reculer devant aucune traîtrise pour gagner. Monseigneur a sûrement raison, dit Ramsgill, mais le sujet qui m'amène est d'un tout autre ordre. Tout en parlant, il se tourna vers le valet qui disparut aussitôt et referma la porte derrière lui. De quoi s'agit-il, Ramsgill demanda le duc. Je suis pressé. Je sais, monseigneur, mais nous avons reçu hier soir une lettre assez préoccupante de la mère supérieure du couvent de Sainte-Thérèse. Le duc regarda son intendant d'un air perplexe. La mère supérieure. Monsieur le duc se rappelle sûrement que c'est au couvent de Sainte-Thérèse, à Paris, qu'il a envoyé Miss Felicia Darlington, il y a 5 ans. Mon Dieu! Depuis le temps, j'avais complètement oublié cette histoire, s'exclama le duc. Oui, bien sûr, je me souviens maintenant que c'est en France, loin des griffes de son père, que nous avons décidé de faire éduquer cet enfant.
Son intendant lui ayant rafraîchi la mémoire, il se remémorait parfaitement le drame qui s'était déroulé 5 ans plus tôt après une journée de chasse à court. Pressé de rentrer au château, son ami Hubert Brougham et lui-même avaient troqué leurs chevaux fourbus contre un phaéton, attelage léger et rapide, que le duc affectionnait. Ils allaient à vive allure lorsque l'un des chevaux se mit à boiter. Aussitôt, le duc avait arrêté l'attelage et mis pied à terre. Le cheval blessé était en train de perdre un fer, mais il était impossible de l'enlever sans l'aide d'un maréchal ferrant. Ils étaient en rase campagne, et à plusieurs kilomètres du village le plus proche, le duc s'apprêtait à suggérer de s'y rendre tout doucement. Lorsqu'il se souvint qu'un de ses cousins habitait tout près. Pointant le doigt en direction des toits entre les arbres non loin de là, il expliqua: C'est la maison de mon cousin, Edmond. C'est un ivrogne et son caractère en est affecté. Bien sûr, mais nous n'avons pas le choix. Nous ne pouvons faire autrement que de lui demander son aide. Ce ne sera pas bien long, dit Hubert, conciliant. Les deux hommes remontèrent dans le phaéton, et lentement s'engagèrent dans l'allée qui menait à la maison. Ils bifurquèrent bientôt sur leur droite et gagnèrent directement les écuries. Un palefrenier d'un certain âge s'avança vers eux et quand le duc lui expliqua ce qui leur était arrivé, l'homme répondit que, par chance, le maréchal Ferrand était là justement. Quelle heureuse coïncidence! Voilà qui résout notre problème, remarqua Hubert. Le duc, qui tenait à ses chevaux comme à la prunelle de ses yeux, voulut à toute force assister à l'opération. Quand le brave homme eut terminé son travail et qu'ils furent sur le point de repartir, le duc, soudain pris de remords, dit à Hubert: Je pense qu'il serait plus courtois d'aller saluer mon cousin et de le remercier pour son hospitalité. Bien sûr, approuva Hubert. Ils s'éloignèrent des écuries et se dirigèrent vers la maison. Une servante les fit entrer au salon. La deuxième épouse de son cousin, une femme au physique ingrat, avec laquelle il s'était remarié 2 ans plus tôt, sursauta en les voyant. Pardon, ma cousine, de vous envahir ainsi sans prévenir, dit le duc avec l'aisance qui le caractérisait. Mais un de mes chevaux a perdu un fer non loin d'ici, et je me suis permis de venir demander à votre palefrenier de nous tirer d'embarras. Laura Darlington les assura qu'elle était ravie que ces gens aient pu leur être de quelque secours. Vous prendrez bien un rafraîchissement, ajouta-t-elle, avec une note d'espoir dans la voix qui fit penser à Hubert qu'elle était ravie, au fond, de leur visite inopinée. C'est très aimable à vous, répondit le duc, mais nous avons hâte de rentrer au château pour nous changer. Comme vous pouvez le constater, nous sommes plutôt crottés. Leurs bottes, habituellement brillantes comme des miroirs, étaient maculées de boue, ainsi que leurs culottes blanches. Je comprends, répliqua Laura Darlington, mais je suis sûr qu'Edmond aimerait vous saluer avant que vous ne repartiez. Il est ici demanda le duc. Oui, il corrige sa fille. Pendant un instant, le duc crut à une mauvaise plaisanterie, puis, voyant qu'elle ne souriait pas, il répéta lentement. Je n'ai pas bien saisi. Vous voulez dire qu'il bat sa fille? Et pourquoi cela? Mrs. Darlington haussa les épaules. Elle l'exaspère, à vrai dire. Ma belle-fille est une enfant difficile, mais je le trouve tout de même trop dur avec elle. Le duc avait l'air très contrarié quand il demanda: Où puis-je le trouver? Dans la bibliothèque, répondit Laura Darlington, mais je ne pense pas. Elle ne termina pas sa phrase. Le duc avait déjà quitté le salon et se dirigeait à grands pas vers la bibliothèque. Comme il en approchait, il entendit des cris, puis des sanglots convulsifs. Il ouvrit la porte à la volée. Non, papa, non, je vous en supplie, arrêtez, je ne peux plus le supporter. Il y eut le sifflement d'une canne qui fondait l'air, puis un autre cri déchirant. La scène qui se déroulait sous ses yeux laissa le duc sans voix pendant quelques secondes. Son cousin Edmond, hirsute, les yeux exorbités, le visage empourpré par la colère et la boisson, cinglait le dos d'une pauvre enfant recroquevillée sur le sol à ses pieds. Elle était particulièrement menue, et la canne qui s'abattait sur elle, avec une force aveugle, avait lacéré sa robe qui laissait voir de longues zébrures sanglantes sur son dos et ses épaules. À l'irruption du duc, Edmond tourna la tête et abaissa son bras. Bonjour, Selcombe, s'exclama-t-il. Qu'est-ce qui t'amène? Peu de gens appelaient le duc par son prénom, et prononcés d'une voix avinée comme celle de son cousin, ces 2 syllabes prenaient des accents d'insulte ou de menace.
Il me semble que j'aurais dû arriver plus tôt, répondit le duc d'un ton glacial. Il traversa la pièce, arracha la canne des mains d'Edmond, la brisa d'un coup sec sur son genou et se précipita vers l'enfant, toute secouée de sanglots et ramassée sur elle-même sur le plancher. Il la prit dans ses bras, le visage de la pauvre petite était caché par ses longs cheveux, et quand le duc la souleva, elle eut un gémissement de douleur. Le duc se tourna vers son cousin et le regarda avec une telle expression de dégoût et de mépris que n'importe quel homme lucide et sain d'esprit en eût été effrayé. J'emmène cet enfant. Tu ne la frapperas plus jamais, dit-il. Si tu étais moins ivre, je te ferais tâter du même genre de remède. En tout cas, je tiens à mettre les choses au point. Je ne veux plus jamais te voir, plus jamais, tu m'entends? Tandis qu'Edmond d'Arlington le regardait hébété, le duc quitta la pièce. Une fois dans le hall, il interpella un domestique. Apportez-moi un chapeau et un manteau pour votre jeune maîtresse. Les affaires de Miss Félicia sont en haut, dans sa chambre, marmonna l'homme. Eh bien, qu'attendez-vous? Allez les chercher. Comme l'homme s'élançait dans l'escalier, Hubert sortit du salon, alerté par la voix pressante du duc. Laura Darlington sur les talons. Que se passe-t-il? Où emmenez-vous Félicia demanda-t-elle. Loin de votre mari, qui n'a rien d'impair, c'est le moins qu'on puisse dire. Je vous plains, madame, d'être affligée d'un tel mari. Mes sincères condoléances. Le sarcasme et le mépris contenus dans la voix du duc, la façon dont il la regardait, montraient assez ce qu'il pensait d'elle. Comment avait-elle pu accepter et permettre de tels actes de cruauté sous son toit? Félicia fait des histoires pour un oui ou pour un non. Ne vous inquiétez pas pour elle, je vais m'en occuper. Le duc ouvrait la bouche pour répondre quand il vit le domestique redescendre avec un châle et une cape. Félicia pleurait toujours, mais tout doucement. Ses sanglots s'étaient un peu calmés. Avec une tendresse inattendue, le duc l'emmitoufla dans le châle, puis dans la cape dont il ramena le capuchon sur sa tête. Je suis désolé, se défendit Laura, mais Félicia n'est pas ma fille, et si Edmond a décidé de la corriger, je n'ai pas à m'en mêler. Je ne m'attendais pas à vous trouver compréhensive, répondit le duc. J'ai déjà averti votre mari que je ne voulais plus jamais vous voir, ni l'un ni l'autre. Si vous essayez de mettre les pieds chez moi, mes serviteurs vous jetteront dehors. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Tout en parlant, il se dirigea vers la porte d'entrée et fut soulagé d'apercevoir son phaéton qui les attendait devant le perron. Il déposa Félicia sur le siège, et tandis qu'Hubert faisait le tour du véhicule pour s'installer de l'autre côté, il prit les rênes et donna une guinée au palefrenier qui retenait les chevaux. Il n'eut pas besoin de jeter un coup d'œil à l'expression épouvantée de Laura Darlington pour savoir que ce qu'il venait de lui dire constituait la pire punition qui existât pour elle et son mari. Être frappé d'ostracisme par le chef de famille et exclu de toutes les réunions familiales ne blesserait pas seulement leur orgueil, mais les flétrirait à jamais. Le duc était révolté par la conduite de son cousin. Il haïssait toute forme de cruauté, qu'elle s'exerçât sur des enfants ou sur des animaux, les uns et les autres étant incapables de se défendre. Devinant ce qu'il ressentait, Hubert ne dit mot, et ils s'éloignèrent en silence de chez Edmond. Ils s'approchaient du château de Darlington lorsqu'une petite voix effrayée se fit entendre. « C'est bien vrai, vous m'emmenez avec vous? Tu préfères rester auprès de ton père ?» Félicia secoua la tête puis reprit. « Vous croyez qu'il viendra me chercher pour me ramener à la maison? Je ne le lui permettrai pas. » Le silence tomba de nouveau, et cette fois, ce fut le duc qui le rompit. « Quel âge as-tu, Félicia ?»« 13 ans. » Il lui jeta un coup d'œil, étonné. Elle paraissait bien frêle et menue pour son âge. « Il est grand temps que tu ailles à l'école. »« J'aimerais bien, » répliqua Félicia. « Personne ne s'est occupé de mes études depuis que maman est morte. Papa disait que cela coûtait trop cher et qu'il n'avait pas d'argent. » Cela ressemblait bien à cette crapule d'Edmond, de faire des économies sur l'éducation de sa fille, pensa le duc avec mépris. Ne sachant que lui demander d'autre, il se tut et concentra son attention sur la conduite de la voiture. Bientôt apparut devant eux la silhouette massive du château. Il était si grand et si imposant que dans le crépuscule, il aurait semblé presque rébarbatif sans la lumière dorée qui brillait par ses fenêtres et égayait sa façade. Le duc arrêta le phaéton devant la porte d'entrée, sauta à terre et tendit le bras à Félicia pour l'aider à descendre de voiture. Elle eut un petit cri. « Je ne peux plus bouger. » Les muscles de son corps meurtri s'étaient raidis.
Le sang de ses blessures s'était coagulé et le moindre geste la faisait horriblement souffrir. Le duc monta sur le marchepied et la prit dans ses bras. Il la sentit trembler contre lui, mais elle ne dit pas un mot. N'eut pas une plainte, il monta 4 à 4 les marches du perron et pénétra dans le vaste hall d'entrée. Dites à Mrs. Kingdom que j'ai besoin d'elle, dit-il au maître d'hôtel en se dirigeant vers l'escalier. Après s'être changé pour le dîner, le duc alla prendre des nouvelles de sa protégée dans la chambre où il l'avait laissée à la garde de Mrs. Kingdom. Il devait en effet partir pour Londres le lendemain de bonne heure. Quand le duc frappa à la porte, la gouvernante vint lui ouvrir et il aperçut la petite silhouette de Félicia gentiment allongée dans le lit. Comment va-t-elle demanda-t-il. Son dos est dans un triste état, monseigneur. Je n'arrive pas à comprendre comment on a pu traiter cet enfant avec autant de brutalité et de cruauté. Le duc ne répondit pas. Il marcha droit vers le grand lit à baldaquin, au milieu duquel Félicia paraissait encore plus petite et plus fragile. Mrs. Kingdom avait brossé ses cheveux, lui avait dégagé le front et pour la première fois, il put voir son visage. Maigre, les yeux bouffis d'avoir trop pleuré, le nez rouge, elle n'était pas jolie mais pathétique. Le duc s'assit au bord du lit et lui prit la main. Je suis sûr que Mrs. Kingdom a pris soin de toi comme il fallait. Tu n'as plus à t'inquiéter de rien à présent. Tu es en sécurité ici. Il faut seulement que tu guérisses vite et que tu essaies d'oublier. Félicia se cramponna à lui des 2 mains. C'est vrai demanda-t-elle. Je peux rester ici, avec vous? Mrs. Kingdom s'était discrètement retirée, les laissant tête à tête, mais le duc savait qu'elle n'était pas loin et qu'elle se précipiterait au moindre appel. J'aimerais que tu m'écoutes attentivement, Félicia, dit le duc de cette voix charmeuse que toutes les femmes trouvaient irrésistible. J'écoute, murmura la petite fille en le regardant de tous ses yeux. Elle s'accrochait à lui, souhaitant de toutes ses forces croire à ce qu'il lui disait, redoutant de découvrir qu'elle vivait un beau rêve qui allait s'évanouir. Je crus comprendre que tu ne voulais plus voir ton père, dit le duc. Je me suis donc arrangé pour que tu ailles faire ton éducation dans un endroit où tu seras à la fois heureuse et loin de tous ces mauvais souvenirs. Il ne pourra pas venir m'y chercher, c'est sûr. La petite fille était terrorisée par son père, avec raison, du reste. Je fais le serment, dit le duc, que plus jamais ton père ne portera la main sur toi, et que, si je peux l'éviter, tu ne le verras plus jamais. Mais je pourrais continuer à vous voir, vous. Bien sûr, mais l'important pour toi maintenant, c'est d'être avec des jeunes filles de ton âge et d'apprendre, de te cultiver. Je suis persuadé que les études te passionneront. Je m'efforcerai de ne pas rester aussi ignorante que je le suis aujourd'hui. Son désir de s'instruire avait quelque chose de touchant, et le duc ne douta pas qu'elle fût intelligente. Les Darlington ne ressemblaient pas tous à son sinistre père. Il faut que tu dormes à présent. Ne te fais aucun souci, je m'occupe de tout. Je dois aller à Londres demain matin, mais je ne t'oublie pas. En attendant, durant mon absence, tu peux demander tout ce que tu veux. Tout, tu m'entends? Il eut l'impression pendant un instant qu'elle n'avait pas compris ce qu'il lui avait dit. Puis elle émit un son étrange qui pouvait passer pour un cri de joie. Merci, merci, s'écria-t-elle. Quand vous êtes arrivé dans la bibliothèque tout à l'heure et que vous m'avez prise dans vos bras, j'ai cru que je rêvais, que j'imaginais toute la scène. Eh bien, tu ne rêvais pas. Je t'ai réellement emmené et définitivement arraché à l'autorité abusive de ton père. Tu peux me faire confiance. Plus jamais tu n'auras à vivre dans la peur. Le duc poursuivit en se levant. Et n'oublie pas, tu peux demander ce que tu veux. N'hésite pas surtout. Félicia émit un cri étranglé qui ressemblait à un sanglot, et avant qu'il ait eu le temps de prévoir son geste, elle porta à ses lèvres la main qu'elle tenait toujours entre les siennes. Plus ému qu'il ne voulait se l'avouer, le duc se pencha vers elle et l'embrassa sur la joue. Sa peau était glacée mais douce et ferme, remarqua le duc. Une vraie peau de bébé. À bientôt, Félicia, dit-il en se dégageant. Tu peux dormir tranquille, tout se passera comme je te l'ai promis. Arrivé à la porte, il se retourna et agita la main en signe d'adieu. Elle leva le bras pour l'imiter, mais réprima une grimace de douleur. Pendant de longs jours encore, son dos la ferait souffrir, se dit le duc.
et contre cela il ne pouvait rien. Il pensait la revoir, n'ayant pas l'intention de s'absenter plus de 2 ou 3 jours, mais ses affaires le retinrent à Londres plus longtemps que prévu. Et lorsqu'il revint au château, Félicia était déjà en route pour la France. En partant, le duc avait chargé Mr. Ramsgill, son intendant, de s'occuper de l'avenir immédiat de sa nièce. Homme efficace et organisé, Mr. Ramsgill avait découvert un couvent aux environs de Paris dont toutes les mères de famille qu'il avait rencontrées disaient le plus grand bien. Les jeunes filles y étaient éduquées avec soin et strictement encadrées. Convaincu par la réputation irréprochable de cette pension, le duc était rassuré. Il y avait peu de chances pour que la supérieure du couvent permette à Edmond d'Arlington de se mêler de quelque manière que ce fût de l'éducation de sa fille. Connaissant son cousin, le duc ne s'attendait à aucun obstacle, mais mieux valait se méfier. Furieux d'avoir été humilié, ce rustre pouvait vouloir se venger et tout faire pour retrouver la garde de Félicia. La petite fille avait donné à Mrs. Kingdon de précieuses informations sur son père. Ce monstre détestait la pauvre enfant et non seulement il la battait, mais il la privait de nourriture et la condamnait au pain sec et à l'eau pendant des journées entières sans raison. C'est affreux, monsieur le duc, qu'une chose pareille puisse se produire dans une famille aussi connue et respectable, la propre famille de monseigneur. Je suis bien de votre avis, approuva le duc, et c'est pourquoi je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour mettre Miss Félicia en lieu sûr, hors de son atteinte. Monsieur le duc a raison d'être prudent, répondit la gouvernante. De toute ma vie, jamais je n'aurais imaginé voir un jour le dos d'une jeune demoiselle dans un état aussi pitoyable. Il y eut un silence, puis elle reprit. J'ai le sentiment, monseigneur, que si, par bonheur, le dos de Miss Félicia ne garde aucune cicatrice de ses corrections, son esprit, en revanche, en restera marqué à jamais. Le duc souhaitait de tout son cœur que sa gouvernante se trompe, mais il n'en était qu'à demi persuadé. Il savait que ce genre de souvenir a la vie dure dans la tête d'un enfant et que la cruauté dont son père avait fait preuve à son égard hanterait probablement Félicia toute sa vie. Mr. Ramsgill s'était occupé des inscriptions et assurait auprès de la mère supérieure que Félicia ne manquerait de rien. Depuis, il payait régulièrement les frais et prenait souvent des nouvelles de la jeune pensionnaire. Quant au duc, il avait très vite oublié jusqu'à l'existence de Félicia et de son cousin. Et voilà que tout d'un coup, la mémoire lui revenait. « Que se passe-t-il » demanda-t-il à son intendant. « La supérieure du couvent vient de nous écrire, répondit Mr. Ramsgill. Dans sa lettre, elle explique que plusieurs jeunes gens se sont présentés dernièrement à la pension en se recommandant de vous et en demandant à rencontrer Miss Félicia. » Mr. Ramsgill jeta un coup d'œil à la lettre qu'il tenait à la main et ajouta. Elle dit que jusqu'à présent, elle a refusé leur requête et qu'elle attend les instructions de monsieur le duc en la matière. Le duc ouvrit de grands yeux. Il paraissait stupéfait. Je n'y comprends rien, dit-il. Qui sont ces jeunes gens et pourquoi souhaitent-ils rencontrer ma nièce? C'est une enfant. Ce fut au tour de Mr. Ramsgill d'ouvrir des yeux ronds. Mais monseigneur aurait été informé que. Informé de quoi? Demanda le duc, non sans une certaine irritation dans la voix. Je ne sais pas de quoi vous parlez, Ramsgill. Expliquez-vous. Pendant un instant, Mr. Ramsgill parut se troubler, ce qui ne lui arrivait jamais. Ce n'est pas possible, commença-t-il. Il se tut, puis reprit au bout de quelques secondes. Mon Dieu, monseigneur, tout est de ma faute, mais j'étais persuadé que vous aviez lu mon rapport. Quel rapport? De quoi parlez-vous? Mr. Edmond est mort, il y a près de 2 mois maintenant. Mort? Répéta le duc. Personne ne m'en a rien dit. Sa disparition n'a pas dû affecter grand monde. Je me demande même s'il y a eu des gens pour le pleurer. Le duc parlait d'une voix dure et sans pitié. Il se rappelait la scène à laquelle il avait assisté et avait encore devant les yeux le visage rougeau et le regard bestial de son cousin. Si vous n'avez pas vu l'annonce de sa mort, et je regrette de ne pas avoir attiré votre attention sur son décès, vous ignorez sans doute que son testament a été rendu public voilà 10 jours. Son testament, interrogea le duc, il ne doit pas avoir grand-chose à léguer. 700 000 livres, monseigneur. Grand Dieu! Le duc ne s'attendait certes pas à voir Edmond laisser derrière lui pareille somme. Puis il se souvint vaguement que quelqu'un lui avait dit qu'à sa mort, le propre parrain d'Edmond lui avait légué toute sa fortune.
700 000 livres. Je n'en reviens pas, souffla-t-il. Et c'est Miss Félicia qui hérite de tout. Le duc se tourna vers son intendant, abasourdi cette fois. Depuis qu'il avait éloigné Félicia de son père, c'était lui qui, par l'entremise de son intendant, payait sa pension, sa garde-robe, ses loisirs, et subvenait à ses menus besoins. Jamais il ne lui était venu à l'esprit que son cousin pût contribuer le moins du monde à l'éducation de sa fille. En fait, il avait voulu couper les ponts entre Edmond et sa fille, tout comme il les avait coupés entre le couple et lui-même. À présent, il comprenait mieux pourquoi tous ces jeunes gens souhaitaient rencontrer sa nièce. La mort de son père en avait fait une riche héritière. Ses admirateurs, qui se pressaient soudain à la porte du couvent, n'étaient autres que de vulgaires coureurs de dot. Il en avait rencontré beaucoup à Londres, où ils traquaient les héritières encore presque au berceau, comme des chasseurs forcent leur proie. Je vous demande pardon, monsieur le duc, pour avoir omis de vous faire part de vive voix de cette nouvelle, bredouilla Mr. Ramsgill penaud. Pas un instant je n'ai pensé que vous pouviez être laissé dans l'ignorance de la mort de votre cousin par votre famille, et par conséquent dans l'ignorance de l'héritage dont bénéficie Miss Félicia. Ce monstre n'a rien laissé à sa femme. Par une indiscrétion, j'ai appris que Mr. Edmond avait chassé son épouse l'année dernière. Il la soupçonnait de lui être infidèle. Cette réaction ne m'étonne pas de lui, remarqua le duc. Ce n'est pas moi qui irai blâmer Laura. Un homme comme lui mérite 100 fois d'être trompé. Il réfléchit un instant, puis reprit. Je crois, Ramsgill, qu'il est de mon devoir de me rendre à Paris pour faire ma petite enquête. Monseigneur a raison, cela me paraît indispensable, mais monsieur le duc est très pris. Les rendez-vous se succèdent. Annulez tout. Je partirai tout de suite après la première course. Je vais faire le nécessaire, monseigneur, pour préparer au mieux votre voyage à Paris. Mr. Ramsgill parlait d'une voix assurée, mais il savait que ce serait un tour de force que de réussir à tout organiser pour que son maître puisse partir pour la France à la première heure, le lendemain. Merci, Ramsgill, dit poliment le duc, sans même s'apercevoir de la difficulté de ce qu'il demandait. Il sortit de la pièce et déjà il ne pensait plus qu'à son cheval, à la course dans laquelle il fallait courir. Fox Hunter gagnerait, il en était sûr.